Bonsoir. Appel pour Yves Revel, présent, Monsieur Thierry Deléan, Madame Myriam Mathieu, Monsieur Philippe Cousteau, Madame Sophie Mérès, Monsieur Michel Noblet, Madame Céline Morin, Monsieur Félicien Margueretas, Madame Patricia Charton, Madame Noël Proust, Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen, absente, pouvoir Monsieur Thierry Deléan, Madame Isabelle Rambose, Monsieur Joël Maillard, Madame Martine Joly, Monsieur Philippe Dionneau, Monsieur Xavier Lefebvre, absent, Madame Jessica Kellier, absente, Monsieur Vincent Couric, absent, pouvoir Monsieur Félicien Margueretas, Monsieur Claude Copin, Madame Sylvie Béguier, Monsieur Nelson dos Santos, absent, pouvoir Madame Sauteur, Monsieur Serge Loisel, Madame Fabienne Kerven, absente, Madame Sophie Sauteur, Madame Danielle de Roquefeuille, Monsieur Émile Manès, Madame Catherine Lacroix, absente, pouvoir à Yves Revel, et Monsieur Marcel Signefréel. Très bien, merci. Désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur Félicien Margueretas, parfait. Bien, écoutez, nous n'avons qu'un seul sujet ce soir, qui est la vente du terrain. Donc, je laisse la parole à Monsieur Félicien Margueretas concernant cette délibération. Merci, bonsoir. La délibération présentée ce soir vise à autoriser Monsieur le maire à signer une promesse de vente avec Eiffage, la vente d'un terrain communal. Donc c'est le terrain qui se trouve derrière la gare de Benne, donc qui est l'ancienne gare de marchandises. Donc c'est une promesse de vente qui donnera ensuite lieu à tout un travail avec le promoteur pour préciser le projet, les termes de la promesse et le projet qui est proposé. C'est donc la construction de 75 logements sur la parcelle, 45 en locatif social et 30 en locatif intermédiaire. L'objectif de cette vente, donc c'est l'objectif de la vente est multiple. En tout cas, de cette promesse est multiple. Déjà, en premier lieu, comme on en a discuté hier la semaine dernière, lors du PLDD, c'est répondre à des problématiques de logement. On est dans une crise de logement aujourd'hui en France et puis sur le territoire aussi. Et notamment sur la commune de Benne où il y a peu de petits logements. On a fait le constat que il y avait à peu près 80% de grands logements sur la commune, peu de roulements et peu de possibilités pour soit des soit des jeunes, soit d'autres personnes comme des retraités ou comme des personnes qui cherchent un logement social de pouvoir habiter sur la commune. C'est ce qu'on appelle le parcours résidentiel, c'est-à-dire qu'on peut pas forcément à Benne aujourd'hui de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie pouvoir avoir accès à un logement abordable. Ça c'est le premier, une des premières raisons et l'objectif aussi là-dessus est d'arriver à en retirer ce qu'on appelle une charge foncière, c'est-à-dire une somme que la commune va récupérer pour le réinjecter dans des grands projets que la commune porte, qui sont portés entre autres depuis quelques années via le dispositif Petite Ville de demain, et justement pouvoir en partie répondre à un problème de parcours résidentiel et de l'autre côté, dans le cadre d'une vision à long terme, pouvoir investir dans des grands projets. Voilà, le but c'est pas d'acheter des gommes ou des ramettes de papier, mais c'est vraiment d'investir dans des grands projets. Voilà, donc la manière de fonctionner, donc c'est la signature en premier lieu d'une promesse de vente. Ensuite, tout un travail, parce que le promoteur doit aussi avoir un acte, tout un travail avec le promoteur dans la définition du projet qui va se faire en partenariat avec la ville jusqu'à l'établissement d'un acte de vente et de la vente effective qui donnera lieu au projet en soi. L'objectif là-dedans, quand on signe une promesse, c'est une promesse synalagmatique, c'est-à-dire qu'elle engage les deux parties et que donc la ville doit fournir des documents, doit aussi valider un permis de construire pour que la promesse soit effective, mais dans un autre sens, le promoteur doit aussi répondre à des souhaits de la commune par rapport au projet, par rapport à comment on va le monter. Donc il y a là-dedans des garanties en tout cas qui fait que si jamais le projet ne se dessine pas comme on le souhaite, la vente n'aurait pas lieu. Et ça, c'est un des points importants de cette promesse synalagmatique de vente, qui n'est justement pas une promesse unilatérale où le promoteur serait tout puissant. Voilà.
Question? Oui. Attends, vous pouvez nous donner un peu plus de détails pour les Béninois qui nous regardent, notamment les conditions suspensives, enfin le prix Pas de souci. Pas de souci. Ah oui, j'ai pas été si précis que ça, autant pour moi. Donc l'objet de la promesse, donc c'est sur le terrain qui est derrière la gare, le terrain numéro 1710. L'objectif, c'est la construction de 75 logements, soit 5047 mètres carrés de surface de plancher, avec dans le projet un total de 105 places de parking dans le projet. Le promoteur aussi s'engage à collaborer avec un de ses partenaires qui s'appelle Cocoonage. Donc c'est une boîte, c'est une société qui agit sur l'animation du collectif de logement et qui accompagnera le projet, qui se finance sur les profits du promoteur et qui accompagnera le projet pendant la période d'environ 2 ans. Qu'est-ce que je peux préciser plus? La vente se fait pour un montant de 1 550 000 € au profit de la commune. Alors au début il y avait des propositions du promoteur qui étaient en dessous. Dans la procédure, on a demandé un chiffrage au domaine, donc qui est une structure publique qui a chiffré du coup le coût du terrain à 1 550 000 €, donc c'est à peu près 200 000 € de plus que ce que nous proposait le promoteur, et on a dit qu'on n'irait pas dans tous les cas on n'irait pas en dessous, et c'est quelque chose qui a été retenu. Dans le cadre de la promesse de vente, il y a donc la commune s'engage pour justement que la vente ait lieu, à fournir tous les documents nécessaires, à aussi et surtout délivrer un permis de construire. Et le promoteur, de son côté, les promesses suspensives, il y a évidemment la délivrance du permis de construire. Il y a aussi les conditions, donc que les études de sol ne révèlent pas de pollution qui mettent en échec le projet, etc. Enfin, c'est ce genre le promoteur, de son côté, c'est la faisabilité qui va être importante aussi. Et pour la commune, ce qui est important, c'est justement ce qu'on souhaite dans le projet, c'est-à-dire la bonne inclusion du projet à la commune, les exigences qu'on va pouvoir avoir par rapport à la typologie des logements, au choix du bailleur, entre autres, et qui fait que si jamais à la fin on ne souhaite pas, ou en tout cas on voit que le projet s'écarte des volontés de la commune, dans ce cas-là, la promesse sauterait et il y aurait pas de vente effective. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Les conditions suspensives, ça pourrait être intéressant aussi pour les mouvements. Alors les conditions suspensives, elles sont dans... je peux tous vous les lister si je les retrouve. La condition suspensive usuelle, à savoir la préemption, l'origine de la propriété, la situation hypothécaire, l'absence de charges et de servitude. C'est un peu comme quand on achète une voiture, c'est ce truc de langage. L'approbation du plan local d'urbanisme en cours de révision, et comptabilité des documents d'urbanisme avec le projet à réaliser en accord avec la ville, mise en place d'un PUP exonérant, ça c'est le point que j'ai oublié en effet, merci, mise en place d'un PUP exonérant la taxe d'aménagement de la part communale du projet. La partie le PUP, c'est et je pensais que vous alliez justement poser les questions, le PUP c'est ce qu'on appelle un projet urbain partenarial, c'est une convention, c'est un contrat qu'on va passer en partenariat avec le promoteur, qui va nous permettre dans ce projet d'aménager les abords. Quand vous voyez le passage à niveau, donc il y a le PN4 et le PN5, et en gros l'objectif ce serait d'aménager les abords du projet et de créer une voie traversante qui puisse lier le passage à niveau 4 et le passage à niveau 5 pour éviter l'enclavement du projet. Le PN5 et le PN6, autant pour moi, en effet, pour éviter l'enclavement du projet derrière la gare et permettre aussi aux riverains, quand il y a des problèmes, parce que d'ailleurs je crois que ce matin il y en a eu un, c'est-à-dire que le passage à niveau était bloqué, de pouvoir traverser la parcelle et que les logements, soit du projet, soit aussi de la Garenne, de la rue de la Garenne, ne soient pas enclavés derrière le passage à niveau. Donc il y a ça. Et alors pour le moment, le PUP, donc c'est un contrat qui lie aussi le promoteur avec la commune, par lequel donc le promoteur est exonéré de la taxe d'aménagement, mais doit financer une partie de ses travaux. Aujourd'hui, on n'a pas le montant, ce que je vous avais répondu en mail. Aujourd'hui, on n'a pas le montant de ce PUP parce qu'on doit aller plus loin dans les études sur le coût effectif de la réalisation de cette voie, et les négociations qu'on aura avec le promoteur nous donneront à la fin le montant des fonds qu'on pourra avoir pour justement l'aménager. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voilà, par rapport à ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'absence alors ça c'est tous les trucs techniques, absence de massif et de fondation, rochers en sous-sol, ouvrage quelconque et ou de nécessité de recourir à des travaux de confortation, de protection de l'eau, de comblement ou de fondation spéciale, absence de pollution, déchets ou matériaux contaminés, nécessitant compte tenu de la destination des constructions projetées, des restrictions d'usage ou des mesures spécialisées de surveillance, traitement, transport, élimination en décharge spécialisée, absence de prescription archéologique et environnementale, et accord, comité d'engagement FH, donc ça c'est de leur côté. Merci des nuances que vous apportez ce soir, ça change un petit peu. On avait demandé effectivement un chiffrage de la voie. Je pense que ça aurait été bien de l'avoir parce que ça va vraiment diminuer notre enveloppe à ce moment-là. Et puis autre chose, en commission, on avait commencé à parler de problèmes plus économiques, environnementaux, parce que ça fait un afflux de voitures supplémentaires, un afflux d'enfants. Donc au niveau des écoles, au niveau des parkings, je trouve que ça fait beaucoup de points d'interrogation. Et là, on baigne vraiment dans le flou. Donc le projet, vous l'avez choisi pas franchement en concertation avec d'autres personnes. Un R+3+ attique, c'est quand même un gros bâtiment. Et là, il y en aura 2. Donc pour toutes ces raisons, l'absence de chiffrage de cette voie, le manque d'études économiques, environnementales, on votera contre. Madame Danielle de Roquefeuille, je crois que vous m'avez demandé la parole. Oui, je voulais juste savoir au moment du partenariat avec le promoteur qui allait financer tout ou partie, parce qu'en fait, création de 30 parkings plus la voirie le long de la SNCF, est-ce qu'il faut acheter le long de la SNCF cette voie? Coût des parkings, je sais pas, c'est assez faramineux, ça va très vite. On peut compter 600 000 ou je sais pas, enfin c'est énorme. Donc, si effectivement le promoteur ne finance pas, ça va pas être une opération blanche, mais pas loin. Et deuxième question, un bailleur social, normalement, il n'y a pas de taxe foncière. Donc, qu'est-ce que ça va rapporter par la suite à la commune? Mais alors, la partie des parkings là, dont on parle, qui sont 30 parkings sur la voie des dessertes publiques SNCF, c'est le promoteur qui devrait le faire, celle-là. La question, donc, c'est, on est en discussion avec eux. Alors, si vous voulez, je vous relate toutes les discussions. Il y a une partie de parcelles SNCF. Donc en fait, dans le long de la voie qu'on souhaite créer, qu'il nous faut acquérir, on est en discussion avec la SNCF là-dessus pour arriver à un accord, comme ça a été fait par le passé avec le PN4. Le PN4 qui a été acquis en fait par la commune à une somme modique, avec une clause de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire le coût de la parcelle est bien moindre et on s'engage à ne pas faire autre chose dessus que ce qu'on a dit quand on l'achète, c'est-à-dire de la voirie et de l'espace public. Sur la partie études environnementales, il y a eu des discussions avec eux par rapport à l'inclusion du projet. Aujourd'hui, ce qu'on a dans la promesse de vente, c'est des grandes masses, en gros des grandes masses d'implantation. Là, par rapport à la parcelle, on est sur une ancienne gare de marchandises, donc c'est un terrain qui s'apparente un peu à une friche. On n'est pas vraiment dans une zone naturelle, pas du tout d'ailleurs dans une zone naturelle. Et ce qu'on a souhaité, c'est qu'il n'y ait pas à ce regard-là de grignotage de la butte, parce que une partie de la parcelle c'est la fin de la butte en fait qui fait la colline, et donc il n'y a pas justement ce genre de dénaturation du lieu qui soit faite. Ensuite, par rapport à la population qui pourrait être induite par ces logements-là, on a justement souhaité, alors d'une part pour le parcours résidentiel, parce que c'est des logements qu'on n'a pas, mais aussi pour maîtriser le nombre de populations qu'on va accueillir sur ce projet, justement, c'est de pas autoriser des logements qui soient au-delà du T3, parce qu'on n'en a pas le besoin et parce que c'est pas l'objectif du site. Ensuite, c'était quoi la dernière? Désolé, il y a eu beaucoup de questions. La taxe foncière. Alors, quand un bailleur construit un bailleur social construit, en tout cas achète des logements, parce que là c'est FH qui construit et le bailleur qui va justement acheter en lot la partie, il est exonéré de la taxe foncière. La commune, en théorie, touche, ça c'est dit en théorie parce que la loi de finances, après, on ne sait pas où ça va aller, en théorie, touche 30%. Et on est en train de se renseigner parce qu'il y a un article qui est paru en disant que pour les projets entre 2023 et 2028, l'État compenserait à 100% la taxe foncière. Sur une étude qu'on a eue dans PVD, donc qui date quand même de 3 ans, aujourd'hui la part
financière qui est reversée à la commune sur la taxe foncière, ça équivaut à peu près à 10 000 euros par 1000 m² de surface de plancher. Voilà. Ça, c'est une info que je donne. Ensuite, après, l'objectif, c'est on aura au moins 30% de cette taxe-là. Et... Ah, Michel, désolé. On a un collègue qui a un petit problème d'oreille. Voilà. Et donc, sur la partie taxe foncière, donc, comme je disais, le promoteur est exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties quand il construit. Et la commune est compensée à hauteur de 30%. Il y a un texte qui existe, il faut voir s'il est maintenu avec l'histoire de la loi de finances, parce qu'on est tous dans l'incertitude, qui disait que pour les projets entre 2023 et 2028, l'État compenserait la commune de la taxe foncière à hauteur de 100%. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit pour qui se confirme, mais en tout cas, on aura au moins 30% de la taxe foncière sur cette parcelle-là. D'autres questions, Madame Sauter, oui. Oui, je voudrais revenir sur la chronologie de ce projet, puisque en février 2023, dans le cadre de l'ORT qui découlait de Petite Ville de Demain, cette parcelle était destinée à accueillir le centre technique municipal. Ensuite, on nous a informé en mars 2024 que la commune avait initié depuis un peu moins d'un an, mais il y a eu des réponses qui sont arrivées en juillet 2023 de la part de promoteurs, que le projet finalement c'était donc le pôle gare et c'était des logements, 75 logements, 30 en accession, 45 en social. Ensuite, donc le 22 novembre dernier, on nous informe que ce sont maintenant 75 logements sociaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le cheminement intellectuel qui fait qu'on passe en moins d'un an d'une parcelle qui accueille un centre technique municipal à une parcelle qui accueille des logements sociaux et des logements en accession, et ensuite des logements uniquement sociaux? Alors, dans l'ORT de Petite Ville de Demain, il y avait justement cette parcelle qui était fléchée pour le centre technique. Ce que vous savez, et aussi pour les gens qui nous écoutent, le centre technique actuel est dans un état déplorable, enfin très très compliqué pour nos agents de travailler dedans. On a même dû en fermer une partie parce que ça menace de s'effondrer. Donc on est vraiment dans une situation d'urgence importante. Le projet du CTM, pour retracer, il y avait un projet de reconstruction qui date du précédent mandat au vol à voile, dans le prolongement du vol à voile. Le lieu étant pas forcément opportun, on avait émis l'idée. Comment ? Oui, voilà, et puis il n'y avait pas assez de place. Le lieu était pas opportun, et on a émis l'idée justement de le faire sur une autre parcelle qui appartenait d'ailleurs totalement à la ville, parce que je rappelle que la parcelle qui était au vol à voile appartenait pas totalement à la ville de Benne, de le faire derrière la gare. Oui, enfin je résume. Vu qu'on est dans l'histoire, donc comme l'a rappelé Monsieur Margaretas, sur l'ancienne mandature, il était projeté de faire le CTM au pied du vol à voile. Il y a eu une opposition forte, y compris sur des raisons techniques, et l'ancienne équipe avait proposé derrière la gare. À cette époque-là, je ne sais pas, vous vous rappelez, on était donc dans le conseil municipal. Nous étions opposés fortement, parce qu'on considère, et d'ailleurs c'est rappelé aujourd'hui dans le plan de mobilité Île-de-France qui est soumis au vote des conseillers régionaux, il est rappelé que la gare de Benne est identifiée comme étant un pôle de multimodalité à développer en tant que transport en commun. Dans les petites villes de demain, ce sujet est revenu effectivement, mais il n'a pas été complètement acté parce que la réflexion sur tout l'urbanisme de la commune ne se focalise pas que sur la gare. Il faut vraiment une vision d'ensemble. Et c'est pour ça qu'après, Monsieur Margaretas et le maire ont rencontré des différents bailleurs pour voir les options qu'il pouvait y avoir sur cette parcelle, autre qu'un CTM. Et je
maintenant que j'ai rappelé l'histoire, je redonne la main à mon collègue. Merci. D'autant plus que dans les schémas directeurs de la région qui sont en train d'être parus, enfin qui sont en train d'être votés et validés aujourd'hui, les abords des gares, ce qu'on appelle les pôles gares, sont fléchés majoritairement pour du logement, pour justement favoriser tout ça, sachant qu'on nous demande de créer du logement et c'est bon, voilà, ça paraît cohérent sur la parcelle. Il y a un autre point qui est aussi financier, c'est qu'on a Petite Ville de Demain qui a créé des projets, ou en tout cas on a pu étiqueter des projets Petite Ville de Demain, les développer et essayer de leur donner de la cohérence. Autant faut-il pouvoir les réaliser. Un projet de centre technique municipal, ça coûte plusieurs millions à une commune. Un projet de renaturation d'une place, ça coûte plusieurs millions, et tous les autres projets coûtent de l'argent. Et la question, justement, ça a été aussi d'en profiter pour, dans le cadre d'une vision à long terme, pouvoir utiliser des biens qu'on avait, et donc là, la parcelle de la gare, pour pouvoir ensuite créer de la richesse, créer de la valeur, et financer ces opérations-là. C'est pas un revenu dont on va se servir pour, comme je vous dis, acheter des gommes ou des ramettes de papier, c'est une image, mais en tout cas pour à droite à gauche, c'est vraiment fléché pour des projets qui correspondent aux besoins de la commune. Là, le centre technique municipal qui correspond à un besoin urgent en termes de sécurisation des locaux. Enfin, je vous apprends pas l'état du CTM. Et l'objectif, c'est aussi d'en faire profiter des projets qui touchent et qui profiteront à tous les habitants, comme la place du 8 mai 45 qu'on souhaite renaturer. Et c'est pour ça que les 1 550 000 qu'on compte, et en tout cas qui sont dans la promesse de vente, récupérés pour justement pour l'aménagement de cette parcelle et donc créer du logement. Il faut aussi, c'est ce qu'on dit, c'est accueillir de la population, mais aussi que l'accueil de cette population profite au cadre de vie de la commune et justement pouvoir le réinjecter dans ces projets-là, ou en tout cas dans le reste à charge que la commune aurait pour ces projets-là. Sur le sujet du pourcentage de logements sociaux, il n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, on parle pas de 75 logements sociaux. On parle de 45 logements sociaux, donc LLS, logement locatif social, et le reste, c'est du logement locatif intermédiaire. Donc c'est pas du logement social, c'est du logement qui est géré par le bailleur social, mais c'est du locatif pour tout le monde. Voilà. C'est pas du logement social compris comme du logement social dans le quota de la commune, mais par rapport aussi au coût au revenu maximal ou minimal d'accès à ces logements-là, c'est bien supérieur. On est vraiment sur du logement, là pour le coup le LLI, c'est du logement qui est bien au-delà en termes de loyer que le logement social. C'est quand même des logements dont les revenus sont plafonnés. Les revenus des locataires sont plafonnés. Et ça ne répond pas à ma question. Comment on passe de 30 logements en accession et 45 logements sociaux à 75 logements uniquement en location? Ouais. Alors pour arriver à réaliser ce projet, le promoteur a aussi dans son plan d'opération besoin d'avoir un équilibre financier. Et on est aujourd'hui dans une crise du logement qui touche autant le particulier quand il veut acheter un bien que le promoteur. C'est-à-dire que il nous disait, alors on n'a pas forcément la même opinion là-dessus, mais il nous disait que si jamais il construisait du logement en accession propriété, il n'était pas sûr de le vendre et donc que son comité n'accepterait pas le projet. C'est pas propre à Eiffage, hein, tous les promoteurs qu'on a rencontrés nous ont dit la même chose. Et l'intérêt là aussi, c'est quand même de pouvoir proposer du logement abordable quand on parle du logement social et aussi du logement locatif dans la typologie qui manque sur la commune. Voilà. Et bien sûr que si jamais il y a d'autres projets, on souhaiterait qu'il y ait de l'accession à la propriété. La question, c'est aussi, on maîtrise pas aujourd'hui le cours des événements et le cours du logement. Ça profiterait à la population de la commune. C'est ça que je tiens à préciser, c'est que cette création de logements sociaux profiterait majoritairement aux personnes de la commune. On a à peu près un peu plus de 50 d'ailleurs demandes de logements de Bénois qui demandent Ben en premier. Et ces logements seraient prioritairement axés pour les Bénois. En dehors de tout ce qui est action logement et d'allo, réservation préfecture, une majorité de ces logements-là seront affectés pour des Bénois. Ça, c'est important. Je reviens juste sur l'historique qu'a fait Monsieur Deléan. Vous étiez fermement convaincu qu'il fallait construire le CTM sur cette parcelle, et si, je m'en souviens très bien, puisque à plusieurs reprises, je vous ai signalé que c'était vraiment une erreur
à mon avis, et même du gâchis, et vous m'avez dit que c'était mon avis, mais que c'était vous qui étiez majoritaire. Je retrouverai les débats en conseil municipal. Je reviens sur ce problème de cession. Donc 75 logements sociaux sur cette parcelle, sachant qu'on a aussi 33 logements sociaux sur une parcelle qui est juste à côté, de l'autre côté de la rue des Coteaux, qu'il y a un projet de réhabilitation de 50 logements dans l'angle de la rue de la Gare, l'avenue de la Gare, donc qui générerait eux aussi 10 logements sociaux à peu près. Que vous nous avez parlé d'un projet de réhabilitation de la place Saint-Martin qui générerait encore des logements, une quarantaine si mes souvenirs sont bons. Donc moi j'arrive à 198 logements, dont 126 logements sociaux, sachant que sur le PADD, il est prévu 27 logements par an sur 10 ans, donc 270 logements. Ce qui veut dire que sur les 270 logements, on en a 73% qui vont être dans le centre-bourg, dans un rayon de 100 mètres autour du château. Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable et que c'est de la bonne prospection et de la bonne anticipation sur ce qui est le bien vivre à Ben? Alors, sur la partie, enfin le compte et la somme des logements dont vous parlez, la partie réhabilitation de l'ancien théâtre de Plume de 55 logements, pour le coup, aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles là-dessus. Il y avait un projet qui avait été présenté, mais il n'y a pas eu de nouvelles, et le projet est au point mort. Voilà. Oui, effectivement, je confirme, le projet est au point mort pour l'instant. Voilà. Ensuite, Mais non, mais il existe. Oui, il existe. Non. Ensuite, la deuxième partie, vous parlez d'un projet qui est dans la montée de la côte de la rue des Coteaux de la Garenne, de 33 logements. On a abordé le sujet parce qu'on a rencontré, ça nous a amusé cet été. On a rencontré le promoteur qui récupère le permis de construire, parce que c'est alors, ce qui sera fait et ce qui sera pas fait. On avait un projet qui était porté par Terralia il y a quelques années. Non, juste une question, c'est pas notre projet. Oui, c'est pas notre projet. Ah, non. Je précise. C'est une parcelle privée. Oui, non mais j'explique le truc. C'est une parcelle privée avec un projet qui avait été porté un peu plus d'une trentaine de logements il y a quelques années. Le projet n'a pas pu se faire. Le terrain a été, le permis de construire a été cédé à un autre promoteur, qui est du coup le bailleur social 3F, qui voulait réaliser ces logements, et il était en échec en début d'année, et donc, en tout cas pour les réaliser, parce qu'il n'avait pas eu les subventions départementales à la construction, c'est une histoire comme ça. Et du coup, on a rencontré un autre promoteur qui souhaitait reprendre ce permis de construire pour les réaliser. Et puis, parce que selon sa logique économique, ça fonctionnait. On l'a reçu cet été parce qu'on a dit que ça fait quand même des années que ça marche pas. On voit pas pourquoi on va se forcer à faire ce projet s'il fonctionne pas. Et finalement, le promoteur avait déjà signé une promesse de vente avec le précédent détenteur du permis de construire, qui fait que on n'a pas pu. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas s'opposer à ce projet-là. Rien ne nous dit qu'il se fera, parce que c'est le 3e ou le 4e projet qu'on va avoir, en tout cas le 3e ou 4e porteur de projet qui se présente là-dessus. La différence entre les deux, en termes de cohérence, c'est que on n'est pas sur un terrain-ville, donc là pour le coup on maîtrise pas vraiment ce qui se passe, et que c'est pas vraiment un projet qui va créer de la richesse pour la commune. C'est là qu'il y a deux poids deux mesures. Par rapport au projet, vous parlez de la place Saint-Martin, et c'est là que on parle pas de 10 ans, on parle d'une vision à long terme. C'est que place Saint-Martin, quand on parle de création de logements, on parle aussi de renouvellement. C'est-à-dire que il y a des logements qui disparaissent et il y en a qui se recréent. Et par rapport au solde, on est sur du renouvellement, donc de la qualité du bâti, qui nous permettent, et ce que je disais un peu la semaine dernière, de répondre aux problématiques de circulation, de stationnement, d'attractivité économique et de qualité du logement. Et là, pour le coup, l'étude va bientôt être lancée, et là-dessus, on compte bien partager le sujet à tout le monde. L'étude va nous dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est possible et combien de logements pourraient être construits là-dessus. L'idée, c'est pas je vois ce que vous voulez dire. L'idée, c'est pas de tartiner le centre-ville. Ça n'a rien à voir là-dedans. Le point, c'est de réhabiliter des endroits qui sont potentiellement des points durs, potentiellement des points où l'habitat est dégradé et où la structure urbaine ne nous permet pas d'avoir un développement commercial à la hauteur de ce qu'on aimerait pour le centre-bourg. Vous avez dit on n'a pas pu s'opposer au
permis de construire sur les 33 logements. Pourquoi voudriez-vous vous y opposer? La question, c'est que ce que je vous disais, c'est que cet été, on a eu un promoteur qui a dit qu'il ne pouvait plus réaliser le projet et un autre qui voulait justement le reprendre. On est sur l'ultime prolongation du permis de construire, parce qu'un permis de construire vaut pour quelques années et ensuite peut être prolongé 1 an 2 fois. Et on est sur la dernière prolongation qu'on pouvait accorder. En conscience et puis légitimement, on s'est dit que si jamais les promoteurs n'arrivaient pas à réaliser ce projet-là, qu'il n'était pas, viable économiquement, il y avait peut-être un problème derrière et que finalement, ce serait peut-être bien de l'abandonner pour essayer d'avoir une autre réflexion par rapport à cette parcelle. Voilà. Ce qu'on a dit, à la rigueur, c'est ce qu'on a dit, le promoteur a son intérêt. C'est-à-dire que lui, il achète un terrain et il doit construire et il doit faire de la valorisation. Ça, c'est son but, je ne le remets pas en question, c'est une entité privée. On leur a même dit, bon, en accord plutôt avec l'esprit de la rue de la Garenne, pourquoi vous faites pas du pavillon? Voilà, on peut faire quelques pavillons vite fait, dit comme ça, quelques pavillons qui soient plus cohérents avec l'esprit justement de la rue de la Garenne. Et c'est pas ce qui a été retenu parce que économiquement ça marchait pas. Aujourd'hui, rien nous dit que ça va se faire, mais on se pose légitimement des questions sur les capacités pour les promoteurs à porter ce projet, sachant que ça fait quand même 3 fois qu'il y a eu un échec. Donc, en ce qui concerne la densité de logements que vous allez créer, comment avez-vous prévu de répondre aux demandes qui vont être générées, c'est-à-dire crèches, écoles et circulation? Alors le stationnement, je pense qu'on a répondu entre autres dans la partie permis de construire et projet urbain, d'aménagement partenarial. Avec les 30 places de la mairie, ça fait que 105 places de parking pour 75 logements. Mmh. S'ils sont des jeunes couples, souvent ils ont 2 voitures. Alors, oui, non, mais alors déjà, le but c'est justement de créer, et c'est ce qu'on s'est dit dès le début, c'est que le stationnement induit par le projet se fasse uniquement sur le site, voilà, pour pas avoir de débordement. Et justement, ce qu'on a, c'est-à-dire du stationnement qui déborde sur le parking du château, sur le parking de la gare SNCF en face. C'est pour ça que on a souhaité mettre plus de petits logements pour éviter les familles nombreuses. Justement un nombre important de places de parking par parcelle. Et d'ailleurs, heureusement que c'est une parcelle communale, parce que sur une parcelle privée, quand on construit des logements en bord de gare, la loi Mandon dit que le seuil à respecter, c'est 0,3 par logement. Donc là, on est bien au-delà. Ensuite, par rapport à la typologie des logements, il y a un certain nombre de choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire que dans un T1, vous avez en théorie une personne. Dans un T2, la majeure partie des personnes qui demandent un logement social en T2 sont des personnes seules. Et donc, ils n'ont pas forcément de personnes supplémentaires. Et c'est là-dessus que la partie 105 places de stationnement sur la parcelle paraît intéressante. Il y a aussi un point qu'il faut dire, parce que ça c'est du plus long terme, donc je me permets de parler de plus long terme, c'est que derrière la gare, il y a toute la parcelle en fait dont on parle, c'est une moitié, c'est la moitié sud. Il y a donc une voie traversante qu'on aimerait créer à l'ouest, en fait, entre le projet et les voies ferrées. Et on a aussi un autre terrain qu'on appelle le terrain pollué. Vous connaissez bien cette parcelle-là, c'est l'ancien labo service, qui était une parcelle polluée, en tout cas utilisée à l'époque pour le traitement de déchets dangereux ou néfastes pour l'environnement. Et ça fait à peu près 20 ans qu'il y a une pompe qui tourne jour et nuit pour assainir la parcelle et la nappe, en tout cas, qui avait été infectée par des matières dangereuses. L'objectif à cet endroit-là, potentiellement, c'est justement de développer du stationnement qui puisse répondre notamment aux problématiques de stationnement qu'on trouve au centre-ville. Quand on est au centre-ville, entre le parking de la Licorne, le parking autour de la mairie, derrière la Barbacane, parking du château et en fait l'avenue de la gare, on se rend compte, enfin on se rend pas compte, c'est sous nos yeux, mais on voit bien qu'il y a un déficit de stationnement au centre-ville qui est aussi amené, non pas par les nouveaux logements, mais par le fait que les manières de vivre aujourd'hui font que les personnes ont plus déjà ont des véhicules, parce qu'à l'époque quand Ben était encore un village, les gens avaient moins de véhicules ou encore jadis n'en avaient pas du tout, et donc on a ce phénomène qui arrive et on a la multiplication des véhicules par ménage, et donc dans tous les cas on a cette problématique à gérer. Et cette parcelle là qui fait j'ai pas la surface mais il faut au moins 6 000 m2 a potentiellement la capacité de résoudre tous nos problèmes de centre-bourg en termes de stationnement. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un nombre de stationnements assez intéressant qui puisse permettre de répondre aux besoins de la gare pour éviter que les personnes qui se garent sur le parking du château et vont à la gare la journée laissent leur véhicule à cet endroit-là, et créer plus de cohérence. Voilà.
Ça c'est de la vision à long terme pour essayer de répondre à cette problématique. Mais il faut savoir que c'est pas parce que ces logements-là sont créés qu'on va régler le problème du stationnement d'un coup de baguette magique au centre-bourg. Ça c'est pas le cas. Il y avait une question, oui. Jean Beillet. Je suis contente de voir que vous régulez les naissances avec ce projet, mais on va avoir quand même un afflux d'enfants et notre école là est saturée, donc ça veut dire qu'il va falloir les emmener ailleurs. Vous ne répondez pas effectivement à ma question sur la crèche, D'accord. les écoles et l'afflux de circulation. Ouais, alors est-ce qu'on refait la carte scolaire ce soir ou pas? Mais le but c'est que Je ne suis pas certaine que le cynisme ou le sarcasme ce soit de bon goût ce soir. Justement ce qu'on aborde comme sujet. Le point, non, il n'y en avait pas pour le coup, il n'y en avait pas du tout. Hein. Le point par rapport à ça, c'est que donc on a une carte scolaire qui est faite telle que il y a beaucoup d'élèves qui sont redirigés vers l'école du centre-bourg et l'idée aujourd'hui, c'est pas de tout chambouler, ni de tout... Ah, tu veux me dire justement, c'est pour ça que je te regarde. Oui, en fait, par rapport à la carte scolaire, il y a d'autres enjeux que le centre-ville, puisqu'on a aussi une baisse d'enfants au Valais-Capignon. Le travail sur la refonte de la carte scolaire a démarré l'année dernière. Les services sont toujours en train de travailler dessus sur les dynamiques d'urbanisme, mais et aussi en attente du résultat du PLU. Mais la réflexion sur la carte scolaire a déjà été lancée justement pour équilibrer un peu mieux entre le Val, le centre et puis un peu le barycentre qui commence à être un peu déséquilibré aussi sur les écoles qui sont autour du G20. Mais la carte scolaire est prise en compte et elle sera modifiée lorsqu'on aura les résultats. Et en ce qui concerne alors la crèche et la circulation, le nombre de places. Alors le nombre de places, je pense avoir répondu. Vous parlez de la circulation, quand vous avez le nombre de places, j'ai cru que vous parlez de stationnement. Oui, j'ai compris. Nombre de places en crèche et circulation. D'accord. Alors, sur le nombre de places en crèche, on va regarder par rapport aux besoins, tout simplement. Et par rapport à la circulation, l'intérêt, justement, et c'est ce que dit le schéma directeur Île-de-France, entre autres, en termes de concentration de logements autour des gares, et c'est pour ça qu'il est derrière la gare, c'est pour inciter un maximum les personnes à utiliser le train comme moyen de déplacement, parce qu'on a quand même une gare à Bennes. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur le moyen de transport ferroviaire, parce qu'on a la chance d'avoir une gare. Le but, c'est de la valoriser et de l'utiliser au maximum. Voilà. Après, nécessairement, des logements amènent un petit peu de circulation, mais il en va, non mais oui, vous souriez, mais c'est le cas, mais il en va pour les logements qui sont sur Bennes, comme pour les logements qui sont sur les communes limitrophes, où les personnes traversent la commune. Voilà. Ça j'ai envie de dire, c'est le truc. Par contre, mais c'est là mais on est d'accord, en fait, et on est aussi tous embêtés, c'est que on a et c'est une réflexion, je sais pas si c'est à la commune de la mener d'ailleurs, en tout cas, on peut apporter notre pierre à l'édifice si ces décideurs-là le souhaitent, mais on doit de plus en plus, ou en tout cas répondre à une demande de production de logement qui vient des schémas directeurs qui sont, j'ai envie de dire, au-dessus de nous, c'est le mot, sans que l'État, la région ou les autres puissances publiques qui décident de ce genre de choses donnent vraiment des réponses là-dessus pour nous. Maintenant, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on doit créer du logement de la manière la plus intelligente possible. Et pour nous, le pôle gare, en tout cas cette friche en fait qui était derrière la gare, qui n'était pas utilisée, qui était un peu laissée à l'abandon, était le lieu le plus intelligent justement pour créer de la cohérence avec la gare, inciter les personnes à prendre le train, et voilà, c'est l'objectif. Alors, vous n'avez pas répondu. 158 logements, là, potentiellement, qui vont être créés. Ça va amener combien de véhicules et comment vous allez gérer cet afflux? Alors, moi, ce soir, je parle des 75 logements de la parcelle de la gare. Je vous ai dit que les 55 logements qui sont de la réhabilitation du théâtre de Plume ne sont pas à l'ordre du jour et on n'a pas de nouvelles et c'est pas des choses qui sont, en tout cas, prêtes à sortir aujourd'hui. La place Saint-Martin, c'est la même chose. C'est pas une réflexion. 158, c'est uniquement les 3 projets permis de construire déposé, réhabilitation qui vous a été présenté, et 75 logements. Donc, oui, donc j'enlève la réhabilitation. Ça serait imminent. Donc, 158 nouveaux logements. Comment vous gérez l'afflux
de véhicules Je vais rester sur la rue de la République, D'accord. notamment. Je vais rester, non mais je vais rester à une centaine parce que, comme je vous dis, je parle pas du théâtre, enfin, de Baptiste Stone, en tout cas du théâtre de Plume, parce que c'est pas à l'ordre du jour. Et je viens de vous répondre en fait. L'objectif, dans tous les cas, les voitures elles sont présentes. L'intérêt justement d'avoir, entre autres, cette voie traversante, c'est de pouvoir rediriger un maximum de les personnes, que ce soit vers le nord, côté Maladrerie, côté route départementale qui part vers Meaux, que vers le sud. Dans tous les cas, n'importe quel logement amène un minimum de circulation. Ça, c'est le cas. La question, c'est comment est-ce qu'on réfléchit le logement. Alors, on va pas rentrer dans un débat du PADD, encore une fois. C'est est-ce que on crée le logement de manière cohérente à des endroits stratégiques comme au niveau de la gare, ou est-ce que on laisse l'urbanisation en champignons se faire dans tous nos hameaux. Ça, c'est la question. Là, la réponse, vous l'avez dans la question. On préfère avoir un projet cohérent plutôt que de laisser ça. C'est tout. Et pour répondre aux besoins, de logement de la population, entre autres, et les besoins, en tout cas les demandes de construction de logements, un projet comme ça qui est clair et qui est cohérent par rapport au pôle gare est le plus intelligent comme réponse. Alors personnellement, je pense que sur cette parcelle-là, c'est plutôt du développement économique sur lequel on devrait réfléchir. Pardon. Et donc vous n'avez pas de réponse. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, une autre question que je me pose. J'ai une réponse. Elle ne vous convient pas, mais j'ai une réponse. Non, elle repose sur rien. J'ai une autre question, c'est de savoir quelle est l'urgence de présenter ce projet ce soir ou le 3 décembre, puisqu'en fait ça a été reporté. Pourquoi quelle est l'urgence de présenter ce projet alors qu'il n'est pas abouti, puisqu'il nous manque énormément d'éléments financiers. Alors justement, c'est ce que je disais en préambule, c'est que aujourd'hui, le promoteur peut faire une proposition financière par rapport à une charge foncière, mais pour préciser le projet, il doit nécessairement, c'est comme ça pour tout le monde, il doit nécessairement référer à son conseil d'administration et que y ait une prévalidation qui puisse lui permettre d'engager des fonds d'études et de construction du projet. Ça, c'est normal. Entre la promesse de vente, en fait, le but, c'est que la vente, enfin le but, c'est même pas le but, c'est obligatoire. La vente et l'acte de vente devra respecter scrupuleusement la promesse de vente. Alors, il peut y avoir à la que marge... nous n'avons pas eu, que vous deviez nous transmettre. Je vous parle de l'esprit. Alors, la délibération retrace les éléments qui vont figurer dans la promesse de vente. C'est en annexe. La promesse de vente, on en a déjà vu. C'est en annexe. C'est beau, c'est complexe. Il y a des clauses qui peuvent engager la commune. Ces clauses, on les ignore, donc non, c'est pas abouti. Et justement, c'est un dossier qui n'est pas abouti. On aurait au moins dû avoir l'estimation concernant la voirie et puis la part communale qui sera payée et la promesse de vente, le projet de promesse de vente, pour pouvoir en débattre en conseil municipal avant d'autoriser le maire à signer des documents dont on ignore ce qu'il comprend. Alors c'est là justement que je vous réponds, dans la mesure où, pour préciser le projet, et y compris la question de cette voie, y compris le projet urbain partenarial qu'on souhaite signer pour avoir des recettes pour justement créer cette voie, c'est des choses qui va nous falloir travailler à la suite de cette étape-là. Ça, c'est un point. La question, quelle est l'urgence ? C'est les projets qui attendent derrière. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avancer pour, d'une part, répondre à tout ce que je vous ai dit, je vais pas revenir dessus, mais aussi arriver à dégager un financement pour créer et pour pouvoir aménager la ville via les projets qu'on avait présentés, place du 8 mai, CTM, enfin dont on avait parlé. La place du 8 mai et entre autres le centre technique municipal. On travaille dessus depuis Michel, depuis qu'on est là déjà, depuis au moins 2020, le centre technique, et il y a vraiment là-dessus vraiment une urgence pour le centre technique. Mais alors justement, à travailler dans l'urgence, nous on a un peu peur que ce projet justement, pour en tirer un bénéfice pour le CTM, soit complètement incongru dans le centre de Vennes, quoi. Alors, je vous dis qu'il y a une urgence sur le CTM, ça c'est un fait, et on ne travaille pas sur ce projet sur l'urgence. L'important, c'est de passer à la délibération qui nous permette de travailler là-dessus. L'objectif, là, c'est d'arriver à une vente effective à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire que ça nous laisse 1 an de travail. Moi, j'appelle pas ça de l'urgence. Par contre, l'urgence, c'est que ça reste nos agents de services techniques qui travaillent. On a dû mettre des algécos, et je sais qu'on adore parler d'algécos aussi ici. On a mis des algécos parce que les ateliers et les structures là-haut sont dangereuses et ne permettent pas un accueil stable et des conditions de travail cohérentes pour les agents. Ça, c'est de l'urgence. Maintenant, moi, si vous me dites que 1 an justement pour arriver à la vente effective suite à la promesse de vente, qui va nous permettre de travailler dessus justement, c'est pas assez, peut-être. Moi, je trouve que 1 an, c'est quand même relativement confortable avec le promoteur, en tout cas, pour arriver à créer C'est justement ce qu'on aurait souhaité voir avec la promesse de vente, qu'elle soit un peu plus détaillée et qu'on puisse voir au niveau des durées et du temps,
Parce que là, si on se dit que c'est dans l'urgence, on va accepter n'importe quel projet. Non, justement. En fait, il y a eu des discussions qui ont duré plusieurs mois, ça fait presque un an au moins. La question, qu'est-ce qu'on fait, qui est capable de répondre, parce qu'il y a toujours une question, c'est on a un terrain, on peut imaginer ce qu'on veut, qu'est-ce qui est faisable en réalité, qu'est-ce qui est économiquement jouable, etc. Et ces discussions, ça fait longtemps qu'on les a. Là, je vous dis juste, c'est que quand on arrive au terme des discussions qu'on peut avoir, sans justement arriver à la phase d'après qui est la promesse, qui nous permet de débloquer plein de choses, c'est-à-dire que le promoteur, il va engager des fonds pour faire des études de sol, faire des études, payer un architecte, etc. C'est là qu'on va avoir la réalité physique du projet. Le fond là-dedans, c'est justement de garder ce qui est dedans, c'est-à-dire la partie chiffrée, sur le nombre de logements, sur l'esprit du projet. Ensuite, après, on va le détailler avec eux. C'est ça le point. Écoutez, ce qu'on peut retenir, c'est que ces 75 logements n'étaient pas dans le Petite Ville de demain, ni dans l'ORT qui nous a été présenté il y a un peu plus d'un an. Donc en fait, et je pense que c'était très clair dans vos explications, l'urbanisme, ça devient une variable d'ajustement, et la construction aussi. Et donc non, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Donc on va pas, je pense, épiloguer. On s'aperçoit que vous avez porté la dette au maximum de la capacité de remboursement de la commune. Les taux d'imposition, vous les avez mis au maximum également. Donc aujourd'hui, votre seul levier pour pouvoir investir, c'est vendre le patrimoine de la commune. Cette parcelle, il fallait la garder en dernier recours pour voir, une fois que tous les projets privés avec lesquels on aurait dû d'ailleurs réfléchir pour en tirer le maximum justement dans l'intérêt général. Donc cette parcelle, elle aurait dû être gardée pour à la fin pouvoir ajuster les projets pour l'intérêt des Bénois. Ce que vous ne faites pas, parce qu'effectivement, vous avez le couteau sous la gorge. On est à 4 ans et demi maintenant de votre élection, de votre arrivée à la tête de la commune. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Si cette vente ne se fait pas, il n'y aura pas grand-chose qui sera fait. Donc voilà. Bon. Alors juste pour là-dessus. Alors il y a un point. Excusez-moi, que vous soyez critique vis-à-vis du projet, je peux le comprendre. Que vous nous dites qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait, quand on voit ce qui a été fait dans les 20 ans précédents où vous-même avez été au pouvoir. Excusez-moi, là j'encaisse pas. Alors là, je pense que vous avez tort, parce que les 2 premiers mandats de votre prédécesseur ont été des mandats structurants. Vous avez tendance à vouloir vous comparer au 4e mandat, qui est effectivement un mandat pas terrible. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je pense que vous pouvez dire merci à votre prédécesseur, ça vous permet d'avoir une aire multisport, de pouvoir finir la maison de santé, de pouvoir finir la salle. L'aire multisport, c'est notre initiative. Hein. Ah non, le financement, il était bouclé avant. Non, arrêtez, écoutez, je veux bien qu'effectivement, on entre en campagne, mais il faut pas exagérer non plus. Hein. On arrête la délibération. C'est pareil, le terrain de foot synthétique, c'était prévu aussi, c'était financé. Ah ça, je ne l'ai pas dit. Ah bah non. Moi, je vous parle de la maison médicale, de l'aire de jeu multisport et de la maison de santé. Écoutez, si vous voulez, on peut continuer comme ça. On peut continuer longtemps comme ça. Si on en est arrivé là avec le CTM, c'est bien parce que depuis 25 ans, il n'y a rien qui a été fait. Bon, et les routes, hein. Et les routes. Donc, excusez-moi, mais d'accord. Et le marché. Vous connaissez mon ancien métier, j'avais dit à l'ancien maire. Moi, je cherche pas à critiquer qui que ce soit, je dis simplement, si vous nous reprochez des choses, on peut aussi retrouver des choses qui n'ont pas été faites. D'accord? Mais c'est pas une critique, il y avait peut-être pas les moyens, c'était pas l'ambition de l'époque, c'était comme ça. Pour l'instant, on le récupère. Il y avait une question? Non, il m'a semblé. Oui, c'est ça, madame. Pour en revenir au projet, ça serait bien aussi d'avoir un prévisionnel avec ce que ça va coûter, si le parking est à notre charge, si on doit acheter la route à la SNCF, à minima et à maxima, et anticiper beaucoup plus loin. Voilà, la route, les parkings, parce que je vous ai bien envisagé l'autre jour en plus, pendant la réunion publique, éventuellement, de supprimer le parking du château. On les met où? Les nouvelles voitures, les parkings, on les met où? Donc l'idée d'un parking derrière la gare, je trouve ce que vous avez évoqué tout à l'heure, je trouve ça parfait. Oui, non mais c'est prévu derrière, oui.
Alors, sur la parcelle qui est effectivement un petit peu plus loin, mais oui, effectivement. À Plaisir, Oui. il y a 1 kilomètre de parking, on peut se garer des deux côtés. À Oui, oui, Jouarre, oui. il y a un parking, bon, payant, c'est pas, bon, on peut faire les deux. À Villiers, pardon, pas, ouais, Villiers, Jouarre, machin, c'est pareil. Ouais, Enfin, bref. c'est pareil, Et on ouais, parle de ouais, prendre le ouais. train, mais pour prendre le train, moi j'ai voulu aller une fois à Paris, il n'y avait pas de place ici, pas de place. Je suis allé à Paris en voiture. Donc effectivement, parking, Alors, c'est pas mal. si vous voulez que je vous donne un exemple, si vous voulez, puisque vous parlez de la gare et des gens qui viennent se garer, il y a des gens qui font du covoiturage devant la mairie. C'est-à-dire qu'ils arrivent à 3 voitures et ils partent à pied. Ils repartent avec une voiture. Donc, vous voyez, les parkings, ça sert à tout. Mais effectivement, c'est prévu. On a pas dans nos prévisions pour l'instant, mais dans le futur, on a les prévisions pour une extension des parkings justement autour de la gare. Et puis peut-être des payants aussi qui peuvent rapporter un peu d'argent à la commune. Oui, Enfin oui, bon, oui, je ne oui, sais pas. bien sûr, bien sûr. Pour Oui. info, et c'est vrai, je reviens sur la circulation, j'ai la chance de ne pas être obligé de partir tous les matins à l'heure de pointe, mais j'ai mis 35 minutes pour arriver au rond-point de Plaisir ce matin. Donc 200 véhicules de plus à la maladrerie, ils vont exploser. Dans le centre-ville, c'est vrai qu'on a un gros problème de circulation et on va en rajouter. Oui, oui, oui. Effectivement, il y a eu pas mal de blocages. Oui, ouais, il y a pas mal de blocages. Oui, oui, ouais. Et ce, toute la journée. Bon, j'ai l'occasion aussi de me promener, enfin, pas de me promener, mais d'avoir des choses à faire dans la journée. C'est de plus en plus compliqué au niveau circulation, ce qui n'existait pas à l'époque. Non, c'est pour ça que rajouter encore 200 voitures potentielles, c'est, voilà, je sais pas. Faire une autre, ouais. D'autres questions? Non, pas d'autres questions? Ok. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, puisque vous avez fait vos remarques, bon, sachez que le projet va continuer, on va travailler ensemble dessus, bien évidemment. On peut passer au vote alors? Bien. Alors, qui vote contre? 5 contre. Et qui vote pour? D'accord. C'est noté. C'est bon? C'est bon. Merci. Abstention, pardon, excusez-moi. Il n'y en avait pas. Ok.